Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant 2 heures sur Sud Radio. Si je vous parle de MeToo, je crois que c'est pas la peine que je vous explique de quoi il s'agit. Tout le monde maintenant connaît MeToo, et ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est ce qu'il y a eu avant MeToo et ce qu'il y a après MeToo. On va faire ce point en compagnie de Sabrine Procoris qui nous met en garde contre les excès de cette déferlante MeToo. Si il fallait aider les femmes à réagir et faire comprendre à certains hommes que lorsqu'une femme dit non, c'est non, il est peut-être temps de se calmer un peu si on ne veut pas totalement détruire les relations de séduction entre les hommes et les femmes. Je parle bien de séduction et non pas de harcèlement. Faudrait-il encore s'entendre sur ces termes, harcèlement, consentement, et puis peut-être faudrait commencer par comprendre ce que signifie être féministe. Peut-être qu'il y a plusieurs manières d'être féministe, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble avec vous, les femmes bien sûr, mais les hommes aussi, parce que contrairement à ce que pourraient croire certaines femmes un peu trop féministes, un homme peut aussi être féministe. En tout cas, je vous invite à venir témoigner pour nous dire ce que vous en pensez. Ça va être chaud et c'est bien parce que sur Sud Radio, au moins, on peut parler vrai. Notre numéro, vous le connaissez, 0826 300 300. Bonjour Sabine Procoris. Bonjour Brigitte Lahaie. Alors d'abord, bravo. Félicitations. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui... Alors des hommes, il y en a plus parce que les pauvres, ils se feraient guillotiner s'ils osaient prendre la parole pour essayer un petit peu de raisonner le tsunami qui se passe en ce moment après MeToo. Mais vous continuez, vous persistez. Vous avez écrit un livre que je conseille, Le Mirage MeToo, aux éditions du Cherche Midi, qui est sorti il y a un petit peu plus d'1 an. Il y a juste 1 an. Et vous continuez à répondre à des journalistes, à faire des débats. Alors, on en est où ? Là, on est 5 ans après le début du mouvement, donc ça permet d'avoir un petit peu de recul et de voir où on en est, justement. Alors, la première chose que je pourrais dire, c'est que on n'en a pas fini avec MeToo, du tout. Et que ce que j'ai malheureusement eu à constater en travaillant pour écrire ce livre, c'est que si la cause évidemment est parfaitement juste et importante, et elle ne date pas d'ailleurs de MeToo, c'est-à-dire lutter contre le sexisme d'une part, d'autre part contre tout ce qui touche aux abus sexuels, ce sont évidemment des causes tout à fait fondamentales, d'ailleurs qui concernent non seulement les femmes mais également les jeunes hommes. Ce que j'ai malheureusement constaté après m'être vraiment penchée sur la question, parce que j'étais très dubitative et partagée au début du mouvement, c'est que malheureusement d'emblée dans le logiciel même de ce MeToo, de ce mois aussi, il y a quelque chose qui s'est instauré d'une confusion extrême qui, au lieu de permettre de réfléchir, de débattre et d'aider vraiment les femmes, les a enfermées dans une position en réalité de proie potentielle, d'hommes qui étaient des prédateurs potentiels, donc dans une atmosphère de méfiance, d'accusation, voire de délation, et qui n'aide pas beaucoup, je crois, à avancer sur ces questions. Oui, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que de toute façon, tout homme peut devenir un prédateur, donc toute femme forcément risque d'être une victime. Oui, c'est pas qu'il le soit forcément, mais potentiellement, de par son genre, comme on dit aujourd'hui, il l'est. D'ailleurs, rappelez-vous, c'est ça qui m'avait déclenché dans la soirée de Mediapart où Adèle Haenel avait accusé Christophe Ruggia de l'avoir abusée quand elle était, d'avoir eu des attouchements. On ne sait même pas exactement de quoi. Quand elle avait 12 ans et qu'elle tournait un film pour lui, elle était adolescente. À un moment donné, elle dit cette chose surprenante: il n'est pas passé à l'acte parce qu'il n'aurait pas pu se regarder dans la glace comme le violeur qu'il était. Donc c'est assez surprenant parce que ça veut dire quoi ? Bon, c'est un viol par abstention, si vous voulez, mais ça veut dire que c'est parce que c'est un violeur en puissance qu'il ne l'a pas violé. Alors vous avez faux de tous les côtés si vous en entendez. Soit vous violez, ça va pas, heureusement que non, mais si vous ne violez pas, ça ne va pas non plus. Oui, parce que vous avez eu le fantasme, comme si tous les hommes avaient ce fantasme de violer. A priori, et d'ailleurs, quand bien même, d'abord, à mon avis, c'est une projection de son propre fantasme. Ça, je suis bien d'accord. Bon, mais indépendamment de ça, je suis pas dans sa tête, mais
peut-être qu'un homme peut avoir un fantasme de viol, mais une femme aussi. Mais je veux dire, c'est pas pour un acte, c'est une chose, un fantasme, c'en est une autre. Et si on ne distingue pas ces plans, et c'est vrai qu'on a du mal actuellement à comprendre qu'un fantasme, le fantasme de faire l'amour avec son voisin, c'est pas tromper son mari. Exactement. C'est pas la même chose. Alors je sais bien qu'à l'époque des Romains, les empereurs condamnaient à mort celui de leur sujet dont ils avaient su, parce on avait rapporté ça à l'empereur, qu'il avait rêvé de la mort de l'empereur. Mais vous voyez que c'est de la pensée magique, en fait. C'est considérer que ce qu'on a dans l'esprit, qu'on peut avoir, et chacun d'entre nous a des fantasmes éventuellement violents, y compris des envies de meurtre. Moi, ça peut m'arriver, d'envie de frapper quelqu'un. Pour autant, on est à peu près civilisé, on ne le fait pas. On essaye Oui, en effet. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a plusieurs courants féministes aujourd'hui ? Quelle serait pour vous la définition d'être féministe ? Écoutez, le féminisme, d'abord, ça ne date pas il y a 5 ans. Non, ça... c'est une histoire ancienne, ça date même bien avant, je veux dire Olympe de Gouges déjà, pendant la Révolution. Ensuite, tout le mouvement des suffragettes en Angleterre, etc. Je veux dire, c'est un mouvement qui a une longue histoire, et notamment dans les années 70, une histoire traversée de conflits, parfois violents, mais qui a produit un certain nombre d'avancées dans les sociétés occidentales, en tout cas, en ce qui concerne non seulement les droits politiques, mais des mutations de la vie privée. Par exemple, quand moi j'étais enfant, j'étais enfant dans les années 60, ma mère, qui était une femme indépendante, qui travaillait, n'empêche que jusqu'en 1965, elle n'avait pas le droit d'avoir un chéquier, son propre carnet de chèques, son carnet de chèques, de travailler sans l'autorisation de son mari, etc. Bon, les choses se sont quand même beaucoup transformées, et ça fait 36 ans que je travaille comme analyste, et j'ai bien observé dans ma clinique comment même les relations familiales, etc., se sont modifiées, également du fait que les formes de vie et de couple se sont transformées, c'est-à-dire entre 2 hommes, entre 2 femmes, comment ça se passe. Donc oui, il y a eu des mutations du féminisme. Aujourd'hui, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'au nom du féminisme, c'est d'autre chose qu'il s'agit, qui n'est pas tant, et d'ailleurs c'est dit noir sur blanc par un livre qui s'appelle Le peuple des femmes de Guillaume Leblanc et Fabienne Brugère, qui commence par un grand éloge de MeToo. Eh bien, il ne s'agit pas tant de l'égalité que de la prise du pouvoir, c'est-à-dire inverser ces années où pendant en effet des millénaires, des siècles, les femmes étaient reléguées. Alors si c'est pour faire la même chose à l'envers pendant quelques siècles, c'est pas forcément un acquis. Non, bien sûr. Et puis, moi, j'ai tendance à penser, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Sabine Procoris, mais finalement, le patriarcat, c'est ce qui a permis la survie de l'humanité, en quelque sorte. Après, il y a eu évidemment des dérives et des excès, mais est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le féminisme pourrait encore apporter aux femmes aujourd'hui, finalement ? Déjà, moi, j'ai un peu de mal avec la notion de patriarcat. J'emploie ce mot simplement comme adjectif. C'est-à-dire, il y a des pratiques ou des sociétés patriarcales. Et puis, vous voyez, on ne va pas comparer l'Iran d'aujourd'hui, où les femmes meurent, se font tuer pour ne pas porter le voile, l'Afghanistan d'aujourd'hui ou l'Arabie saoudite, et puis nos sociétés occidentales. Donc il peut y avoir, oui, des pratiques. Alors le patriarcat, je ne sais pas, mais en tout cas c'est sûr que les sociétés, elles ont évolué, il y a de l'histoire, et là ce qui se passe, c'est qu'on remplace l'idée de quelque chose qui s'est historiquement constitué dans des tensions, dans des conflits, dans des contradictions, par l'idée de quelque chose qui serait un patriarcat systémique, c'est-à-dire où il y aura un système, où comment dire, le système lui-même, l'univers lui-même serait régi par la domination masculine. Et c'est quand même étonnant de voir qu'un livre qui s'appelle La domination masculine de Bourdieu, qui a été écrit il y a un certain nombre d'années, a voulu transposer ce qu'il a observé dans une société berbère à la société française. D'un point de vue même scientifique, c'est une hérésie, si vous voulez. Donc le féminisme aujourd'hui, je crois que, comme le disait Simone de Beauvoir, c'est pas pour rien que je parle aussi de Simone Veil. Simone de Beauvoir, c'est toujours un combat à poursuivre, c'est-à-dire il y a toujours effectivement des tensions, des combats à maintenir, une égalité à conquérir, mais je pense que le féminisme, c'est juste veiller à l'égalité. Et je vous ferai remarquer qu'un certain nombre de domaines, dans des domaines très importants, justement d'un point de vue symbolique, le droit, la médecine, l'enseignement, il y a une majorité, c'est entièrement féminisé, presque entièrement féminisé. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que les femmes ne sont pas aux manettes. Bien sûr. Elles ne sont pas aux manettes de certaines professions, mais c'est des choix aussi. Ce sont des choix de vie personnelle aussi, dont d'ailleurs certains hommes aujourd'hui commencent à s'inspirer. C'est-à-dire, il y a des hommes qui vont privilégier leur vie personnelle plutôt que leur carrière aujourd'hui. Ça n'était pas le cas il y a quelques années. Absolument.
En tout cas, on va évoquer tout ça avec nos auditeurs. Je ne sais pas si vous avez lu également le livre de Peggy Sastre, oui. qui rappelle que de toute façon, oui, les hommes sont plus violents, mais ils se tuent d'abord entre eux avant de tuer des femmes. Oui, et puis bon, je veux dire, ils sont plus violents, pas forcément. C'est pas seulement une question d'hormones, c'est une question d'éducation, de culture. Mais vous voyez, là, on parle de la maltraitance, enfin, des femmes qui sont victimes de tout. Mais quand même, si on réfléchit en ce moment à ce qui se passe en Ukraine, qui est sur le front comme chair à canon? Ce sont les hommes. Hein, je vous avoue qu'en 14-18, je préfère être une femme qu'un moi homme. aussi, c'est ce que je dis dans une chronique où, vous savez, la fameuse cérémonie à la femme du soldat inconnu. Moi, je préfère être la femme du soldat inconnu que le soldat inconnu découpé en petits morceaux dans la tombe. Et si vous avez lu, par les rats la nuit, c'est ça, le livre de Johnny Got His Gun, là. Oui, j'ai vu le film. Le film, et j'ai lu le livre, c'est effrayant. Ce type qui est réduit à n'être plus qu'un tronc, qui peut, enfin, je veux dire, la violence envers les corps masculins, c'est énorme, par les guerres, etc., etc. Donc ça va. Oui. Et là, il y a peut-être, finalement, il vaut peut-être mieux être une femme. D'ailleurs, ça a toujours été les femmes et les enfants d'abord, pendant des siècles. Hein. Bref, on va en parler avec Laurence, qui nous a rejoint et qui, je crois, soutient les hommes. Je crains, Sabine Procoris, qu'on ait quand même beaucoup de femmes qui seront d'accord avec nous. Donc s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est le moment ou jamais d'appeler sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Sabine Procoris, philosophe et psychanalyste, auteur de ce livre Le Mirage MeToo aux éditions du Cherche Midi. Vous avez également envie de lui poser une question, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. C'est ce qu'a fait Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Alors avant de faire des remarques sur les propos qui ont été tenus auxquels j'adhère assez largement, joli lapsus. Oui. Je dois préciser que cette agression visuelle, cette forme de harcèlement, je l'ai connue parce que jeune ado, j'étais dotée d'une très forte poitrine en milieu méditerranéen, donc traverser devant une terrasse de café, c'était être sifflé, c'était bon, voilà. Et ce n'est pas agréable. Non. Effectivement, j'ai appris avec le temps à répondre, et sans doute qu'aujourd'hui, je me sentirais infiniment plus assurée, j'ai 56 ans, que je ne l'étais à l'époque, parce qu'il y a un contexte qui porte les femmes, et MeToo y a contribué. Oui. Mais effectivement, le problème du consentement reste central. Et ne pas consentir à un fantasme, c'est quand même assez compliqué s'il n'est pas réalisé. Donc déjà, moi, le fait que quelqu'un pense en me regardant et ton regard qui exprime des choses ne me paraît pas une agression de nature à lancer MeToo à ses trousses. Et ensuite, je crois qu'il est important de revenir à une certaine gradation. Voilà. Là, on fait une espèce d'équivalence entre toutes les formes de communication homme-femme, enfin, d'hommes vers les femmes. Donc ça ne me paraît pas du tout sain, d'une part, et d'autre part... Mais c'est-à-dire l'homme n'a plus le droit au moindre écart. Moi, je n'ai pas envie de vivre aux États-Unis où même offrir un verre à une femme peut devenir un problème juridique. Oui. Judiciaire, je veux dire. Oui. Non, moi j'ai envie de garder cette forme de rapport, courtois, d'amour courtois parfois. Voilà. Par ailleurs, effectivement, MeToo a eu un autre avantage, bien qu'il ait maintenant des inconvénients, mais un avantage, c'est de libérer la parole. Et effectivement, je dirais qu'il y avait surtout un problème de lieu de recueil de la parole des femmes agressées, et notamment des plus jeunes femmes. Parce que quand des femmes racontent qu'à 12 ans, elles ont subi ceci, cela, et qu'elles n'ont pas su où aller déposer cette parole, c'est qu'il y a vraiment une carence d'accueil. Et c'est comme ça que des incestes sont révélés bien après, parce qu'en milieu scolaire, il n'y a pas l'endroit... Oui, mais je crois que, Laurence, dans cette émission, on fait suffisamment d'émissions sur les abus et sur l'inceste. Donc, oui. Mais je pense pas que MeToo s'intéresse réellement à ce problème-là, qui est un problème majeur. Hein. Oui. Vous avez cité Adèle, c'était quand même un peu c'était pas incestueux, mais c'était un rapport d'ascendant sur mineur. C'est vrai. Donc c'est vrai. Il faut quand même qu'il y ait un lieu pour déposer en temps et en heure la parole. Voilà. Et là, il y a une vraie, à mon sens, déficience. Maintenant, pour le reste, moi, je veux que les rapports restent courtois et détendus. Et bien qu'ayant eu à souffrir de rapports un peu asymétriques, je pense qu'une femme n'est pas effectivement une petite gazelle qui va se faire bouffer par un lion à chaque marécage, au point d'eau. Voilà.
Oui, et puis vous l'avez dit, Laurence, et je crois que ça c'est important aussi à le signaler, entre le moment où on a 17-18 ans, où on peut être en effet un petit peu gêné par des regards, etc., et le moment où on se construit en tant que femme et qu'on s'assume, bon, bien sûr qu'il va y avoir aussi des différences. Absolument, absolument. Donc, MeToo, c'était bien, ça a eu une utilité, mais bon, sachons raison garder. Voilà. Alors, bon, il y a plusieurs choses, si vous voulez. Bien sûr qu'il peut y avoir une gêne ou un trouble face à un regard. D'ailleurs, je vous signale que ça arrive aussi aux jeunes hommes qui se décomposent devant des jeunes filles. Quelquefois, les garçons, les grands timides, par exemple, faut les écouter. Faut voir comment ils sont tout le temps pris dans la crainte du ridicule. Enfin, bon, c'est difficile aussi. Même le premier rapport sexuel pour un jeune homme, c'est pas simple. Après, la question du trouble ou de la gêne qu'on peut ressentir, c'est pas forcément exclusivement lié à ce qu'on ressent comme dans le regard de l'autre, mais à ce que ça éveille en soi-même de quelque chose que l'on refoule, de sa propre sexualité, de sa propre envie de séduire, et du fait qu'on ne sait pas trop quoi en faire quand on grandit, quand on est une adolescente, et qu'effectivement c'est un chemin qui se fait. Donc évidemment que c'est important qu'on puisse c'est une chose. Maintenant, la question de la libération de la parole, moi je serais beaucoup plus... Alors bien sûr qu'il faut des lieux d'accueil, etc. Mais quelle parole? Et justement, quand vous parlez de lieux d'accueil, vous avez raison, mais il faut que ce soit cadré. C'est pas la même chose de parler sur un réseau social, comme dans le cas de MeToo, ou sur les médias, ou de parler dans des lieux qui sont ordonnés, organisés pour recueillir justement une certaine parole qui s'adresse dans un certain cadre à des gens qui sont là pour la recueillir et qui est singulière. Moi, ce qui m'a frappé avec MeToo, c'est justement la confusion. C'est-à-dire une sorte, plutôt que d'une libération de la parole, je dirais une sorte de déchaînement d'une parole accusatrice où tout le monde disait moi aussi, sans aucune gradation, entre le regard, le baiser volé et le viol, si vous voulez, on savait plus où on était. Et puis l'autre chose qui n'allait pas, c'est que c'est pas parce qu'on a dit il m'est arrivé ça ou ça que c'est forcément vrai. Donc vous me parlez d'Adèle Haenel, moi je n'en sais rien. Je ne peux pas dire qu'il m'est arrivé quelque chose, surtout quand elle vous explique qu'il ne s'est rien passé parce qu'il n'a rien fait parce que c'était un violeur. Vous voyez, c'est un peu un problème. Donc là, c'était comment dire, si je puis dire, un show médiatique qui du reste coupe la personne qui parle de sa propre singularité, de sa propre parole. Et donc là, je crois qu'il y a un vrai danger, y compris pour les personnes qui ont vraiment subit des choses difficiles. Et vous voyez quand, par exemple, dans l'histoire de Balance ton porc, au sujet de cette phrase malheureuse dont l'auteur s'était excusé, la personne écrit qu'elle a été gravement traumatisée, qu'elle est tombée dans une faille spatio-temporelle. Moi, je peux vous dire que je pense à une femme notamment qui était venue me voir à la suite de la libération de son violeur après 10 ans de prison. Donc elle était ça lui a fait remonter beaucoup de choses évidemment, mais quand elle a lu ce truc-là, elle était hors d'elle. C'est-à-dire comment est-ce que oui, parce que c'était au même niveau. C'est-à-dire que c'était au même niveau. Donc vous voyez bien, vous avez raison. On peut pas tout mettre au même niveau. Et ce qui était à la fois, bien sûr que MeToo a permis, sans doute, ça fait partie des bénéfices secondaires, si vous voulez. Mais l'ennui, c'est que c'est au détriment d'une façon d'aborder les choses qui soit claire, qui soit précise et qui envisage les choses au cas par cas. Et on aurait pu espérer qu'il y ait eu justement un calme après la tempête et non, au contraire. Ah non, c'est en roue libre. Ça ne fait que s'accélérer. Merci en tout cas Laurence de cet échange. On va faire une petite pause. On va retrouver notre Sexy News Soisic Belin qui va revenir sur la maternité. Tiens. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sabine Procoris, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin qui va faire un point sur le tabou de la maternité. Des tabous autour de la maternité. Selon un sondage IFOP, 30% des Françaises de 18 à 49 ans ne veulent pas d'enfants. Alors j'en parle aujourd'hui non pas... 30% 30%, vous quand même. C'est plus anodin, non? J'en parle aujourd'hui non pas parce que choisir de se passer de la maternité serait une trahison au destin maternel de la femme, mais parce que certaines femmes ayant fait ce
ce choix l'ont fait au nom du féminisme, par refus de l'injonction à devenir cet utérus et n'être plus désormais considéré comme autre chose qu'un simple utérus. Certaines femmes choisissent de privilégier leur carrière, choisissent de signer pour une liberté pleine et entière jusqu'à la fin de leur vie, parce qu'un enfant serait la fin de cette même liberté. Sur ces 30% de femmes qui ne veulent pas d'enfants, 50% disent qu'elles ne veulent pas d'enfants parce que ce n'est pas indispensable à leur épanouissement personnel. Alors évidemment, entendre ce genre d'arguments scandés notamment par certaines féministes qui, pour lutter, ont décidé de renier cette possibilité, celle de devenir mère pour être à l'égal de l'homme, pour ne pas abîmer un corps. Elles sont 34% à ne pas vouloir d'enfants pour ne pas abîmer leur plastique, pour ne pas se voir déterminées en fonction d'un autre être, peut faire mal aux entrailles de celles qui ont enfanté. On y voit en filigrane un individualisme exacerbé, on y voit un moi-je trop affirmé. Et pourtant, si la révolution féministe des années 70 remettait en question ce statut de mère qui enfermait alors la femme dans un carcan, celui limité de la femme au foyer, la révolution féministe des années 2018 jusqu'à nos jours propose de réinventer la maternité. Plus simplement, la révolution féministe actuelle souhaiterait tout réinventer, tout déconstruire, à commencer par l'homme, le mâle oppresseur. On souhaiterait effacer les évidences, fluidifier les genres, faire l'impasse sur la nature au profit du ressenti. Nous sommes dans une société du ressenti, de la météo au rapport à notre propre chair, tout se ressent aujourd'hui. Et les ressentis étant propres à chacun, n'étant pas palpables, on finit par passer son temps à s'écouter au lieu d'écouter les autres. On finit même par croire que l'on ressent pour l'autre et par parler à sa place au nom d'un fichu ressenti. Alors aujourd'hui, je ne me permettrai pas de parler au nom de ces femmes qui ont choisi pour différentes raisons de ne pas avoir d'enfants. Moi-même, j'ai fait le choix d'avoir un enfant dans des conditions nouvelles, celles de la PMA, alors que je n'avais pas de problème reproducteur criant, mais il me manquait alors la personne pour partager cette aventure avec moi. Alors lorsque je dis que ma fille est issue d'une PMA, d'une IAD, pour être très précise, et me la jouer experte en name-dropping médical, la plupart des gens pensent que c'est par conviction féministe forte, que c'était pour prouver que l'on pouvait se passer d'un homme dans l'histoire de la conception et parce que je pouvais très bien gérer le foyer toute seule. Ah, alors non. Je ne suis pas Xena la guerrière, non. Je sais que je vais en décevoir plus d'un ou d'une, mais je n'ai jamais eu l'envie de faire la nique aux hommes. À certains goujats peut-être, mais au genre masculin, jamais. J'aurais adoré partager cette expérience et être coparent, pouvoir signer sa déclaration à deux, échanger sur son éducation. Et si ma fille n'a pas de père, elle a un géniteur. Elle n'est pas née par l'opération du Saint-Esprit, mais grâce à la médecine et au don d'un homme, le revoilà celui-là, qui, s'il reste un mystère, a quand même eu sa part. Alors aujourd'hui, la maternité sacrée tend à se désacraliser. On parle ouvertement de son expérience de postpartum, de ce corps qui en prend un coup parfois. Certaines voix parlent de sacrifice, d'autres d'un bonheur irremplaçable. Chaque voix a sa place dans un débat fictif qui n'est pas là pour statuer sur le « il faut ou pas faire d'enfants ». Aujourd'hui, on parle aussi du mal de mère. Longtemps, l'affaire des pères, vous savez, la légende veut que les hommes désertaient le foyer après avoir éprouvé la paternité. Certains prenaient des maîtresses pour alléger leur existence, d'autres la portent pour refaire une vie ailleurs, loin de la marmaille, en compensant par une pension alimentaire. Et quand c'est les femmes qui quittaient le foyer, on trouvait ça inhumain. Aujourd'hui, donc, des voix s'élèvent, des femmes prennent la parole pour exprimer leur mal-être dans ce nouveau statut qui est le leur. Regretter d'être mère, c'est le rôle, c'est pas regretter son enfant en tant que tel. C'est vraiment ce que ça implique d'être parent, d'être mère. Si c'était à refaire, j'aurais pas d'enfant. 51% des mères d'enfants en bas âge regrettent leur vie d'avant, 51%. Elles sont 12% à regretter d'avoir eu un enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'attarder sur ce qui peut paraître une évidence, mais qui passe souvent à la trappe lorsque l'on parle donc de ce phénomène de libération de la parole. Aucune de ces femmes ne renierait leurs enfants. Elles insistent toutes sur l'amour qu'elles leur portent, mais si c'était à refaire, elles feraient autrement, parce que ce statut de mère est trop lourd à Certains crient à l'infamie, mais je resterai sur cette question, Brigitte. Ces aveux sont-ils des faits nouveaux, liés à notre mode de vie, où tout se consomme, s'échange, ce monde swipe, un monde qu'on nous a vendu comme étant celui de tous les possibles et où les enfants deviennent des obstacles à l'accomplissement du moi? Ou bien ce phénomène du regret existait-il, mais la sacralisation d'antan empêchait que l'on puisse en parler? Il faut quand même rappeler qu'avant, les femmes ne travaillaient pas, donc elles avaient tout leur temps pour s'occuper des enfants, et quoi qu'on en dise, il nous reste toujours que 24 heures par jour, oui. Et c'est compliqué de à la fois travailler. Moi, je pense que la vraie question qu'il faut se poser si on veut avancer, et ça c'est une vraie question féministe, mais je les ai pas tellement entendues pendant les présidentielles, c'est
comment on aide les femmes avec peut-être plus de crèches moi, par exemple, j'avais émis l'hypothèse qu'on pouvait peut-être demander aux personnes âgées de garder les enfants des jeunes femmes qui ont envie d'avoir des enfants, mais qui ont envie aussi d'avoir leur vie. Enfin, c'est quand même encore, on est quand même encore très en retard sur ces questions. En France, moins qu'ailleurs. Regardez en Allemagne, par exemple, c'est terrible. Mais plus que dans les pays nordiques. Oui, mais bon, d'abord déjà, les hommes prennent davantage leur part qu'avant à la question, quand il y a un couple, à la question de la parenté, de la parentalité. Bon, après, ça date. Enfin, je veux dire, Simone de Beauvoir elle-même a parlé de la question de la maternité, à quel point elle n'en a pas eu d'enfant, elle a choisi de ne pas en avoir. Bon. Donc c'est un choix très intime, très personnel, sur lequel je n'ai porte absolument aucun jugement. Seulement, vous avez complètement raison de dire que il y a quelque chose de tabou sur le fait pour une femme même qui désire avoir un enfant. Je ne parle pas de grossesse non désirée, comme ça a pu être le cas avant la contraception, avant la libéralisation de l'IVG, encore que regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Pologne, etc. Bon, je veux dire, même ces femmes qui ont désiré des enfants, c'est tout à fait normal et ordinaire. Je l'entends sans cesse dans ma clinique, sauf que c'est accompagné de beaucoup de culpabilité, de pouvoir avoir le sentiment par moment que c'est lourd, que ça les bouffe, etc., etc. Et les femmes ne travaillaient pas dans certains milieux. Parce que quand même, dans les milieux populaires, les femmes travaillaient, les ouvrières, les paysannes, etc., et se débrouillaient avec 8 enfants quand même. Et les hommes naissaient guère. Donc c'était la fille aînée ou les enfants aînés qui s'occupaient des petits, etc., etc. Bon, la société a complètement changé. Mais bien sûr qu'il faut davantage d'aide, davantage de possibilités, de congés parentaux, etc., pour que mais ça serait en tout cas intéressant de faire une véritable enquête sur ces 51% de femmes qui justement regrettent, enfin sans en bas âge, oui. Après ça peut changer. Après ça change. 12% regrettent véritablement d'avoir un enfant. C'est pas non, mais c'est parce que quand même. 51%, c'est énorme. Donc ça montre bien que c'est compliqué d'arriver à gérer. Après, c'est vrai, vous avez raison aussi. Dans l'ancien temps, elles arrivaient à gérer je ne sais combien d'enfants. Je sais pas comment elle mourait tôt aussi, mourait en couche, oui. Mais vous savez, peut-être aussi que ces regrets que vous décrivez, 51%, etc., ou tant % regrettent d'avoir eu un enfant, je me demande si c'est pas lié à un discours de telle idéalisation de la maternité. Il y a des chances aussi. Oui, c'est-à-dire que les jeunes femmes se disent ça va être extraordinaire, merveilleux, etc. Et puis la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est-à-dire il y a des hauts et des bas, comme tout dans la vie, et prendre la réalité en face, en pleine figure, par moment, dans un discours tellement lénifiant et idéalisé, évidemment, ça fait qu'on a des regrets. Si on est un peu plus averti que c'est pas forcément le paradis tous les jours, on aura peut-être moins de regrets. Est-ce que c'est pas aussi une question de choix ? Peut-être qu'à l'époque, on avait moins le choix. Non, je parle des jeunes femmes aujourd'hui dont vous parlez. Oui. Mais autrefois, c'était une trajectoire normale d'avoir des enfants. Je veux dire, ça pouvait être extrêmement pénible pour les femmes qui faisaient des dépressions, qui tapaient sur leurs mots, mais qui étaient extrêmement malheureuses. Et de toute façon, beaucoup de femmes essayaient de ne pas tomber enceinte, mais il n'y avait pas de contraception. Et avortaient avec des aiguilles à tricoter. Et l'IVG était interdite. Donc c'était quand même une autre époque, je pense. Mais encore une fois, c'est ce que je dis souvent, aujourd'hui, les femmes sont totalement libres. Et je pense à certaines femmes qui font le choix de justement rester femmes au foyer pour pouvoir profiter pleinement de leurs enfants. Elles sont souvent critiquées par leurs copines. Absolument. Donc vous voyez, c'est là où on voit bien qu'il faudrait peut-être à un moment donné laisser à chacune la liberté totale de choisir, et puis voilà tout. À condition d'en avoir les moyens. Et puis de savoir que parfois on fait un choix et qu'on n'est pas tout à fait convaincu que c'était le bon choix, et on fait avec, parce que de toute façon, jusqu'à présent, on ne peut pas faire machine arrière. Et puis tout choix suppose qu'on renonce à certaines choses. Exactement. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, toujours. N'est-ce pas ? Absolument, absolument. Merci en tout cas, Soisic Delin. Merci beaucoup. C'est votre côté féministe, ça. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous, Patrick. Bonjour Brigitte. Alors vous, en tant qu'homme, est-ce que vous vous considérez féministe ? Première question. Oui. Oui ? Attends, ça m'aurait étonné qu'un homme réponde non. Non, mais c'est sincère. Je suis pas cool l'amour. Mais bien sûr, bien sûr. Je sais bien. Je vous mets en boîte, Patrick. Et alors, qu'est-ce qui vous paraîtrait le plus important aujourd'hui pour justement pour les femmes, puisque vous êtes féministe ? Qu'est-ce que vous décideriez si vous avez le choix ?
Vaste programme, parce que moi je suis pas homme politique, mais à titre individuel, c'est d'oser être que ce qu'on est. J'ai beaucoup aimé la chronique d'avant qui vient de passer. En fait, il n'y a pas un modèle de vie. Il y a pas, pour être une femme, faut pas forcément être mère. Pour être une femme heureuse, faut pas forcément être en couple. Voilà, arrêter les injonctions, ou peut-être se libérer des injonctions, parce que il y aura toujours des idiots pour vous obliger à vivre comme vous n'avez pas envie de vivre. Et je pense que mais ça c'est homme ou femme, c'est de nous libérer pour vraiment choisir notre vie, quoi. Je crois que c'est ça le programme. Ben, c'est une belle réponse. Hein. Oui, c'est une très belle réponse, Patrick. Liberté, égalité. Oui, exactement. Alors je dirais même d'ailleurs, moi je déteste un truc, c'est l'homme déconstruit. Moi je dis que je suis un homme libéré. Voyez, voilà, je préfère ça. Je préfère ça. Émancipé. Voilà. Et dernière question, quand une femme vous plaît, qu'est-ce que vous lui dites? Il n'y a pas de piège dans ma question, Patrick. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Pas grand-chose au départ, ou plutôt beaucoup de choses, mais rien sur l'essentiel. Je vais être très volubile. D'accord. Voilà, je vais parler de beaucoup de choses, mais je vais être de plus en plus éloigné d'elle au départ. En fait, j'ai parlé de cinéma, voilà. Vous faites partie de ces hommes qui, en effet, deviennent très, très bavards, et c'est une forme finalement assez stupide, parce que du coup, la femme, elle se demande à qui elle a affaire, mais c'est c'est très sélectif. Alors, soit ça plaît beaucoup et c'est une histoire d'amour, c'est merveilleux, mais alors en termes de fréquence, c'est plus rare, ou soit en effet c'est pas un très bon moyen de draguer, et là c'est moins bon, on va dire. Mais oui, mais c'est une sorte de défense en fait. Hein, on fait avec les moyens du bord. Hein. Exactement. On fait ce qu'on peut, comme on peut. On fait ce qu'on peut. Vous pouvez poser une question à Sabine Procoris, elle vous écoute. Patrick. Alors, justement sur ce que l'on vient de dire, sur ce qu'on vient de dire sur la partie de la chronique, que j'ai, encore une fois, que j'ai beaucoup aimé, c'est, d'après vous, est-ce qu'on va se sortir de la lutte homme-femme? Est-ce qu'on peut en sortir? Écoutez, vous êtes au cœur du problème, effectivement. Écoutez, je suis à la fois optimiste parce que je n'arrête pas de travailler à essayer de justement, désamorcer ou tout au moins faire apparaître les ressorts d'une telle guerre pour qu'on en sorte, quoi. Mais ce que je crains, c'est qu'on en est pour un petit moment quand même. Après, ce qui se passe entre des personnes de façon tout à fait individuelle, c'est une autre affaire. Il peut y avoir des choses merveilleuses. N'empêche que d'un point de vue, on va dire, sociétal, ça me semble pas très bien engagé pour l'instant. Oui, j'ai des espoirs. Moi je suis plutôt... je vois des couples qui... C'est pour ça que je vous dis, d'un point de vue individuel, ça va. Mais parfois, ce qu'on peut voir, disons, dans un certain nombre de situations dans les jeunes générations, et dans la manière dont on bourre la tête là, des jeunes gens et des jeunes femmes sur à quel point c'est dangereux la sexualité, le sexe, l'amour, etc. Là, il y a vraiment des questions qui se posent. Oui, alors je suis d'accord. J'ai déjà entendu des gens, par exemple, s'interroger sur est-ce que certains désirs ne seraient pas hétéronormés. De toute façon, le désir, c'est le désir, c'est tout. Voilà. Je veux dire, et les désirs, en tant que désir fantasme, ça appartient à chacun. Ensuite, la façon dont les choses se réalisent, c'est une autre question. Vous voyez. On a le droit de désirer comme on veut, quoi, comme on désire. Oui, et d'ailleurs on n'est pas, enfin je veux dire, on fait pas exprès. C'est pas un choix, le désir, c'est quelque chose qui vous dépasse. Après c'est la manière dont on va le gérer qui est à juger, mais nos désirs, c'est nos désirs. Hein. Exactement. C'est d'ailleurs, j'allais dire quelque chose qui est hors sujet. Merci Patrick, en tout cas, de cet échange. Et puis, continuer à être féministe, c'est important. Et je rappelle que les hommes aussi peuvent être féministes, évidemment. Allez, une petite pause, et puis on revient avec Sabrina, qui est avec nous et qui a envie aussi de réagir. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Sabine Procoris, philosophe et psychanalyste, auteur du Mirage MeToo, on évoque justement MeToo, et c'est Sabrina maintenant qui est avec nous. Bonjour Sabrina. Bonjour Brigitte, ainsi qu'à votre invitée Mme Procoris, Sabine, et à vos auditeurs. Alors moi, si vous me permettez, tout d'abord, je voulais vous remercier personnellement pour la qualité de vos intervenants et la pertinence aussi de vos questions qui m'ont fait beaucoup avancer.
Voilà, je tenais vraiment à beaucoup, faire cette petite parenthèse. Voilà. Et ben moi, je trouve que MeToo, Brigitte, elle a, comme je sais que c'est quelque chose que vous en parlez assez régulièrement, et je fais aussi le constat qu'un homme, ça rentre vite dans sa grotte. Et là, moi, je trouve que depuis MeToo, les hommes, ils rentrent un peu plus dans leur grotte, et placardés là, du coup. Et du coup, j'ai l'impression que ceux qui sont sortis, c'est les lourds, quoi. Ceux qu'on, ouais, voilà. Oui. Moi, en tout cas, c'est mon ressenti. C'est terrible ce que vous dites. Oui. Donc vous avez l'impression que les hommes bien, finalement, ils osent même plus vous regarder. Bah, c'est ça, Brigitte, parce que je me dis que c'est triste parce qu'il a fallu d'une loi, pas une loi, mais on a eu besoin de MeToo pour dire à quel moment il fallait mettre le curseur. Et je trouve ça dommage parce que du coup, les lourds, ils se disent attends, c'est bon, il y a plus personne, ils sont plus là, les plus ou moins. Je sais pas comment on va dire les hommes normaux, hein, tout simplement. C'est ça, Brigitte. Et du coup, on se retrouve avec des gros lourds qui n'ont aucun savoir-vivre et qui sont d'une indélicatesse et qui font plus peur qu'autre chose, quoi. Et là, pour le coup, eux, ils me dégoûtent, quoi. Ah oui. Parce qu'ils n'ont pas de savoir-vre, quoi. Ah, mais je comprends tout à fait ce que vous dites, oui. Moi, ça me fait penser à une femme l'autre jour qui disait, justement dans cette émission, qui disait maintenant, ça va être à nous d'être obligés de faire le premier pas. J'ai pas envie. Non, il y a des oui, mais il y a des femmes qui font le premier pas, qui l'ont toujours fait. Pourquoi pas? Non, mais ce que vous dites, ça me semble vraiment intéressant parce que effectivement, comme MeToo, justement, il a empêché de mettre le curseur. C'est-à-dire que tout était dans un continuum. Tenter d'embrasser, vous voyez, baiser volé de François Truffaut, c'est bon pour le bagne, hein, maintenant. Vous voyez, mais je vous assure, je veux dire, vous savez combien ça coûte? 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Bon. Donc, un compliment même, ça peut être considéré comme une agression. Donc, forcément, les hommes, comme vous dites, normaux ou bien, ils se tiennent tellement à carreau que les autres, comme vous dites, qui sont sortis, eux, de toute façon, ils n'ont jamais eu de curseur. Et ils ont, vous savez, c'est comme dans quand on condamne de la même façon un petit dealer et un gros trafiquant. Il n'y a pas de raison de ne pas faire du gros trafic, hein, si la peine est la même. Donc, vous voyez, je veux dire, à partir du moment où tout est, d'une certaine manière, l'étalon de toutes les choses qui ne vont pas, c'est le viol, allons-y, violons, au moins, on va éviter les termes étalons. Ouais. Non, mais je veux dire, l'étalon, vous voyez ce que je veux dire, l'étalomètre, étalon, etc. Je veux dire, où la référence, c'est la chose la plus grave, pourquoi on s'en priverait? Donc, je crois que ce que vous dites est une remarque vraiment très pertinente et assez inquiétante, hein. Oui, exactement. C'est pour ça que je tenais vraiment à le dire et j'ai envie de dire juste aux hommes là qui ont du savoir vivre et qui savent se tenir, sortez de votre grotte, quoi. Oui. Et puis mettez-les à terre, ces hommes-là, parce qu'on a besoin de vous, quoi. Ces mecs-là, ils ont voilà, il faut qu'ils revoient leur savoir vivre. Oui, mais la question, Sabrina, comment un homme aujourd'hui peut sentir. Alors bon, il y a des hommes qui sont intuitifs, etc. Mais comment un homme aujourd'hui peut sentir s'il a affaire à quelqu'un qui est comme vous, qui a envie tout simplement d'être de temps en temps séduite, ou à une va-t-en-guerre qui va de toute façon, au moindre regard, elle est portée plainte au commissariat. Vous voyez, Sabrina, c'est un peu compliqué quand même. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux hommes? Il y a le regard, après il y a le regard de la femme, il y a la façon de le sourire, d'être. Moi, je sais que souvent, les hommes à qui j'ai pas envie de donner suite, je leur dis gentiment que voilà, ça va s'arrêter là, que je prends leurs compliments, mais que ça s'arrête là. Vous voyez, j'ose dire les choses. Je pense qu'il faut oser. Peut-être qu'il faut reprendre des mouchoirs et faire tomber le mouchoir. Tiens, ouais. C'est joli, ça, oui. Hein, quand un homme nous plaît, vous avez raison. Allez, on va lancer la mode du mouchoir rose. Je vais aller m'acheter des paquets de mouchoirs. Tiens, j'y ai pas pensé. Des jolis mouchoirs. Je vais avoir une rupture de stock, là. Bon, écoutez, on saura que ça vient de vous, Brigitte. Voilà, on saura que c'est à cause de moi qu'il n'y a plus de mouchoirs en vente. Bon, écoutez. Supermarché. Je vais m'y mettre dès demain. Non, mais c'est vrai ce que dit Sabrina, on en rigole comme ça, mais c'est triste. Oui, mais surtout, vous parliez Madame Sabrina parlait du regard, mais vous savez que le regard lui-même est considéré comme potentiellement criminel. C'est une caresse, le regard. Oui, et puis là, il y a une boîte de nuit en Australie, une boîte techno, qui a embauché des types vêtus de gilets roses pour traquer ceux qui regardaient les autres sans que ceux qui étaient regardés n'aient consenti à être regardés. Alors, on se demande pourquoi on va en boîte de nuit quand même. On va pas y aller en burqa. Peut-être, si. Oui, mais bon, vous voyez, ça va jusque-là. C'est quand même un petit peu préoccupant. Oui, et je me demande si c'est écologique, du coup, le mouchoir par terre, Brigitte, je sais pas ce que vous dites. Des mouchoirs en dentelle, des mouchoirs en dentelle.
Très bien. Non, parce que il y aura toujours un homme pour le ramasser. Voilà. Et pour nous le rendre. Et comme ça, on saura qu'on est en terrain conquis et que si on laisse tomber notre mouchoir, ça veut dire qu'on accepte d'être éventuellement accosté et séduite. Donc l'homme ramasse le mouchoir, il nous le redonne et voilà. Et c'est un code qu'on est en train de lancer. Il ne faut pas que les féministes connaissent notre code. En espérant qu'il ne soit pas hypocondriaque, Brigitte, parce que... Et pourquoi ? Donc il a peur que vous êtes malade, que vous soyez enrhumé, c'est ça. Mais oui, du coup, il s'est dit, elle s'est peut-être mouchée là-dedans, j'en sais rien. Ah oui, mais alors là, si vous remettez du Covid par-dessus, Sabrina, on va pas s'en sortir. C'est pas bon. Hein, avec déjà les pannes d'essence. Oui. Bon, écoutez, Brigitte, on va faire ça avec le mouchoir et puis je vais lancer la mode, tiens. Oui. Non, mais c'est vrai que vous avez sans doute raison. Peut-être qu'il y a certainement forcément beaucoup d'hommes qui n'osent plus. Oui, bien sûr. Oui. Moi, je l'entends dans ma clinique. Bon, on va continuer à avancer. On va continuer à essayer d'avancer. Sabrina, merci en tout cas d'être intervenue. Peut-être que ce serait bien aussi que les hommes prennent la parole et disent de quoi ils ont peur et comment ils réagissent. On va peut-être faire un petit appel, messieurs. On vous attend également. N'ayez pas peur. On est entre nous et on parle vrai sur Sud Radio. C'est le 0826 300 300. Alors, Sabine Procoris, dans votre livre Le Mirage MeToo, vous l'avez sorti il y a un an. Exactement un an. Vous avez l'impression que ça a beaucoup bougé depuis je pense je pense que ça a bougé au sens où on est en roue libre là, complètement. D'accord. J'ai donc l'impression. Ça grave. Oui, j'ai l'impression. Je termine le livre en disant qu'il pourrait continuer indéfiniment et qu'un beau jour la révolution va dévorer ses enfants. C'est ce qui est en train de se passer. Sauf que je pense qu'on n'a pas fini. Donc ça va encore aller plus loin. Jusqu'au moment où ça va se casser la figure, parce que ça peut pas durer éternellement, mais ça peut prendre un peu de temps, parce que les institutions sont complètement infiltrées par ça. L'institution judiciaire, c'est vrai, etc. Les médias aussi, et puis toutes les institutions avec les stages de rééducation là, au VSS, comme on dit, violences sexistes et sexuelles, qui mélangent tout et qui sont quand même assez problématique. Bon, en tout cas, on continue dans cette deuxième heure avec vous. Bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. La petite devinette du jour. La banque est un endroit où on vous prête de l'argent, mais à quelles conditions? La réponse, c'est tout de suite après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous allons continuer à évoquer l'après-MeToo avec Sabine Procoris. Vous pouvez, si vous appréciez les propos de Sabine et que vous avez envie de mieux comprendre ses positions, vous pouvez lire ce livre, Le Mirage MeToo, aux éditions du Cherche Midi. C'est un livre très documenté et qui mérite réellement de faire partie des livres importants actuellement. Samuel est avec nous et on va lui donner la parole dans un instant, mais peut-être d'abord ma devinette. La banque est un endroit où on vous prête de l'argent, mais à quelles conditions? À condition qu'on n'en ait pas besoin. C'est bien connu. Sinon, voilà. C'était un petit clin d'œil en ce moment parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui on refuse le prêt. Et voilà. Donc j'avais envie de m'amuser de ça, même si c'est pas spécialement drôle. Samuel, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, Samuel. Et vous, ça va mieux? Ça va mieux? Ça va mieux. On essaie de passer à autre chose. Donc vous avez été accusé de viol, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc accusé de viol, agression sexuelle, viol, en 2017. Donc pour la petite histoire, moi je m'étais retrouvé dans une soirée homosexuelle à Paris, au Wanderlust. Donc c'est, on va dire, un bar-restaurant à côté de Bercy. Et donc bon voilà, j'ai fait une rencontre avec une jeune femme. On s'est retrouvés peu après avoir bu quelques verres dans les toilettes. On a eu un rapport sexuel consenti, voilà. Et 2 mois plus tard, moi j'étais dans mon appartement parisien avec ma femme. Bon voilà, j'ai trompé ma femme. C'est peut-être le karma, on l'appelle comme ça. Donc 6h du matin, voilà, perquisition, police, donc menotté au sol, perquisition, etc. Et puis embarqué directement à la 3e DPJ de Paris. Donc l'audition commence,
vous voulez boire un petit café, monsieur Guénico? Voilà, on voulait boire un petit café, etc. Et puis et puis après commence l'audition. L'audition commence et ben là, on apprend que c'est pour une histoire de viol, on essaie de comprendre comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait de mal, quoi, au final. Et puis après, déféré, juge d'instruction, on est déféré, et puis on se retrouve en détention. Voilà. Détention, fleurimérologie. Ça paraît fou parce que finalement c'est une accusation d'une femme qui qui n'a même pas remise en question, quoi, si je comprends bien. Tout à fait, avec des grosses coquilles dans le dossier. C'est-à-dire qu'on me voit rentrer. Alors, ce qui m'a sauvé dans cette histoire, c'est les vidéos. Parce qu'on me voit rentrer main à main, coude à coude dans les toilettes. D'accord. On me voit donc ressortir des toilettes pour prendre du feu. Parce que j'ai fumé une cigarette avec elle dans les toilettes. Et on ressort ensemble et on nous voit aller se diriger vers le lavabo. Se laver les mains, puis après chacun prend son chemin au final. Mais sans ces vidéos-là, finalement, peut-être qu'aujourd'hui je serai encore en prison. Voilà. Ce qui vous est arrivé n'est pas rare, hélas. Aujourd'hui, non, ça arrive. Évidemment, le slogan MeToo victime, on vous croit, est passé par là. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une personne accuse de viol pour que a priori l'autre soit coupable. Voilà, son procès. C'est souvent dans un sens. Voilà, c'est ça. Oui. Donc homme-femme, femme-homme, ça a peut-être pas été la même chose. C'est arrivé aussi à des hommes. Vous voyez, bon, ici, je veux dire homme-homme. Je parle de ça. Mais je veux dire, c'est ça, c'est que voilà, vous êtes dans la situation d'un certain nombre de personnes, et y compris de personnes qui peuvent absolument prouver que la personne était consentante, mais qui sont néanmoins condamnées parce qu'on va leur dire que l'autre personne était sous emprise, par exemple. Vous voyez, donc on est violence, contrainte, menace, voilà. Et maintenant il va y avoir l'emprise et je ne sais pas quoi d'autre. Donc là, c'est un exemple. Malheureusement, ce qui vous est arrivé, vous êtes ressorti quand même au bout de 7 mois. Heureusement qu'il y avait ces vidéos, mais il y a eu, et puis il y a eu déjà dans le passé des fausses accusations ou des 7 mois en détention pour. Attendez, sans oublier, j'imagine, ce que ça a provoqué dans votre couple. Mais bien sûr, ça arrive, mais ça arrive là en ce moment. Les conséquences sont sans précédent. C'est-à-dire une perte d'emploi, perte de salaire, bien sûr. On peut en perdre la vie. C'est-à-dire que quand vous allez en détention, aujourd'hui, pour une histoire qui n'a pas lieu d'être, pour le viol, vous êtes fichu. On parle de viol. Oui. Aujourd'hui, les terroristes, ils ont plus d'estime que les violeurs. Mais oui, vous êtes étiqueté violeur de toute façon. Voilà. Alors qu'on n'a rien fait. Alors que c'est sans discussion. Pour moi, une personne qui a fait du mal, qui a tapé. Mais bien sûr. Vous n'avez rien fait. Si, vous avez fait l'amour avec une femme. Oui, mais vous ne l'avez pas violée. Voilà. Non, mais j'entends bien, mais on ne peut pas dire non plus que vous avez rien fait, si vous voulez, Samuel. Encore une fois, de pénal, de répréhensible. Voilà, là on est d'accord. Mais vous voyez, c'est important quand même de signaler qu'en effet, faire l'amour avec une femme dans une boîte de nuit, donc de manière peut-être un petit peu triviale, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. C'est ça que je voulais dire. Vous voyez, quand je reprenais le fait que vous n'avez pas, on peut pas dire que vous n'avez rien fait parce que vous avez fait quelque chose, mais de manière un peu sexuelle, bestiale, animale. Et ça, aujourd'hui, une femme qui se laisse un peu aller à sa pulsion peut le regretter après et peut aller porter plainte. Ça laisse quand même à penser que nous serions incapables de gérer nos pulsions, nous les femmes. Enfin, c'est un peu embêtant quand même. Ah oui. Mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire que si on va avoir des petits excès qui sont mesurés en même temps, il faut leur faire signer un papier, quoi. C'est terrible, Samuel, parce que ça. Il faudrait créer une application, peut-être. Oui, mais aux États-Unis, vous savez que c'est déjà le cas. Bon, la loi en Espagne parle de consentement, introduit le consentement explicite. Sinon, il y a présomption de viol. Bon, aux États-Unis, actuellement, ils sont en train de plancher, les juristes, sur qu'est-ce qu'on fait quand un rapport sexuel consenti a lieu et qu'au milieu du rapport, la personne change d'avis. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des caméras dans la chambre? Donc ils sont en train de plancher sérieusement là-dessus. Alors là, effectivement, on se dit, mais on va où là? Il reste la branlette, je crois. Oui, il reste ça. Mais aujourd'hui, je sais pas, vous avez quand même la présomption d'innocence. C'est-à-dire que
vous avez visiblement la présomption d'innocence, Samuel, vous n'y avez pas eu droit. Hein. Voilà, quand j'allais devant le tribunal en étant sorti, quand je voyais en rentrant au tribunal où c'était marqué tout innocent n'est pas jugé coupable avant d'être jugé, enfin je sais plus comment il marque cela, mais moi j'ai pas eu droit à ça. Absolument. C'était directement. Mais Samuel, enfin je trouve aberrant ce qui vous est arrivé. Et ça me paraît même un peu incroyable. J'ai dû. Mais Sabine Procoris, visiblement, vous entendez ça. C'est un plaisir de vous ramener du coup. Oui, non, mais je vous crois. Non, mais quand je dis ça paraît incroyable, je vous crois, Samuel. Mais est-ce que vous n'avez pas de recours? Enfin, vous n'avez pas. Enfin, il me semble quand même que. Alors moi, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que j'étais au bout de 7 mois, donc du coup, je suis sorti. Après, j'ai été jugé parce qu'il y a eu un jugement, donc j'ai été relaxé. Donc je suis content, tout est bien, tout est beau. D'ailleurs, je salue mon avocat, Madame Arfi, qui a fait un travail incroyable. Et donc là, je suis relaxé, je suis content, là, je reprends un peu de souffle. Et paf, le procureur fait appel au bout du 8e jour. Hein, il a 10 jours pour faire appel. Donc 8e jour, il fait appel. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau jugement. Et je passe en cour d'appel 1 an et demi plus tard. Hein. Je repasse 1 an et demi plus tard. Donc pour la même chose au final. Et donc là, je tombe sur 3 juges, des nanas, qui me regardent avec un regard noir. Je me dis, bon, c'est bon, là, c'est plié. Finalement, donc, l'audience elle a reporté 2-3 fois, donc ça a encore 6 mois d'attente, vous imaginez. Et la fameuse nana, donc elle n'est pas venue, la soi-disant victime n'est pas venue. Et là, je me suis vraiment fait acquitter, pas quitter, enfin relaxer. Oui. Acquitter, c'est quand c'est vraiment. Alors ça a été requalifié en agression sexuelle, donc c'était plus un viol. Donc j'ai été relaxé. Acquitter, c'est quand c'est vraiment un viol. Voilà. Donc du coup, tout ça, ça a duré plus de 2 ans. Voilà. Ah oui, voilà. Donc moi, par chance, je suis pas quelqu'un qui est très célèbre, très connu. Par chance, donc ça s'est pas su. Mais je prends l'exemple de votre collègue aujourd'hui, le Jean-Jacques, ils l'ont eu aussi, hein, entre guillemets les féministes, enfin entre guillemets. Hein. Vous parlez de Jean-Jacques Bourdin, oui. Mais il a tout perdu. Enfin, ça fait des malheureux, mais au final, ça fait des heureux parce qu'il se retrouve quand même chez vous. Je pense que vous devez être content de l'avoir. Mais l'horreur qu'il a vécue, les Luc Besson qui est en train de pleurer chez BFM, les Nicolas Hulot qui se sont fait au final, ils ont dit récemment que du coup c'est sans suite, les Kevin Spacey, etc. Enfin, voilà, c'est pour vous dire que on vit dans un monde dangereux, très dangereux. Voilà. Ce que vous dites, monsieur, je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est en train d'être balayé. Ce sont des principes fondamentaux de l'état de droit, à savoir la présomption d'innocence. La prescription, la présomption d'innocence, c'est un principe de la procédure pénale, mais pas seulement. C'est aussi l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. C'est aussi dans la Déclaration européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire c'est balayé avec l'idée que c'est au service du patriarcat, si vous voulez. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ça demeure un principe de la procédure pénale, seulement il est sans arrêt violé, c'est le cas de le dire. Quant à la prescription, n'en parlons même pas. C'est-à-dire au fond, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire, notamment en ce qui concerne des personnalités publiques, mais ça a des répercussions dans des cas comme le vôtre, à quelque chose qui est un système parajudiciaire ou extrajudiciaire qui infiltre l'institution judiciaire elle-même. Et ça, c'est très inquiétant. Ouais, mais moi j'ai une question à vous poser. Là, on prend le cas d'actualité d'Adrien Quatennens. Là. Oui. Bon, lui, il a carrément avoué avoir giflé sa femme, donc c'est impardonnable et c'est sans discussion aussi. Mais si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire que si c'était sa femme qui était députée, et que lui était, bon, je sais pas quel titre on aurait pu le mettre, mais est-ce qu'il y aurait eu les mêmes répercussions pour sa femme? Non. Et franchement, honnêtement, répondez-moi. Non, je ne pense pas. Voilà. Bien sûr que non. D'ailleurs, oui. Final, non. Et puis en plus, je veux dire, c'est pas bien de gifler son compagnon ou sa compagne, mais ça arrive dans une scène de ménage. Hein. C'est devenu un gros mot, la scène de ménage. Et je n'aime pas, je sais pas mon bord politique, je veux dire Manuel Bompard ou Mélenchon, mais pour une fois, ils ont dit quelque chose de juste. C'est-à-dire, c'est pas la même chose de donner qu'une gifle parte, c'est très regrettable, dans une scène de ménage. Et les femmes ne sont pas en reste dans ces situations. Vous savez, ma belle-mère, qui a 91 ans, nous racontait l'autre jour qu'un jour, elle a donné une énorme gifle à son mari. Et je reconnais, ça m'est déjà arrivé. Mais bien sûr, je veux dire, voilà. Je reconnais, c'est quelque chose... me suis excusée, mais je reconnais que c'est parti. Quand la scène de ménage monte en puissance dans un couple, il peut y avoir des excès et des débordements. C'est regrettable, c'est pas les Thénardier pour autant. Et oui, et on met tout, encore une fois, sur le même plan. Tout ça sur le même plan, donc c'est absurde. Et ça ne permet pas, justement, de lutter véritablement contre les violences conjugales.
caractérisé. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai écouté très rapidement parce que j'étais en train de faire autre chose juste avant, mais j'écoutais une de vos auditrices juste avant qui disait que elle aimerait avoir des gentlemen qui viennent un peu l'aborder, etc. Mais le problème, c'est que on a aujourd'hui des femmes qui veulent la mort, en fait, la mort entre guillemets de certains hommes. Enfin, surtout les vrais et purs féministes. Mais aujourd'hui, effectivement, vous avez des hommes qui ont un peu peur, qui ne veulent pas sortir de leur grotte, comme elle disait. Mais à ce moment-là, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir l'argent, et l'argent, voilà. Oui, bien sûr. Mais donc, de toute façon, il y a toute une catégorie de femmes qui veulent, vous avez raison, qui veulent définitivement castrer les hommes. C'est évident. Après, tout ça s'explique certainement avec leur propre histoire, etc. Mais ça n'excuse rien. Ça peut expliquer, mais ça n'excuse rien. Enfin, je veux dire, jusqu'à nouvel ordre, on a besoin sur cette terre d'hommes et de femmes, et il serait mieux qu'on arrive enfin à s'entendre. Enfin, c'est totalement absurde. Bah oui. Écoutez Samuel, merci de ce témoignage qui fera certainement du bien aux hommes qui écoutent et qui va peut-être aussi faire avancer les choses. Enfin, je l'espère, mais je suis pas très optimiste. Merci beaucoup Samuel. En tout cas, si vous aussi en tant qu'homme, vous avez envie de témoigner, on vous donne la parole bien sûr aujourd'hui sur Sud Radio. N'hésitez pas. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Sabine Procoris, nous évoquons l'après-MeToo et nous avons Antoine qui est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour Brigitte, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me donner la parole. Vous avez vous aussi eu un gros problème à cause de MeToo, je crois. Oui, tout à fait. Il y a 4 ans, en pleine vague MeToo, mon ex-épouse avait décidé de quitter le domicile conjugal et de demander le divorce. Et pour ne pas se mettre en faute, elle m'a accusé de violence psychologique et d'emprise. Donc voilà, elle a porté plainte. Donc j'ai dû me justifier auprès des services de police. Donc déjà être convoqué par la police un vendredi en fin de journée pour venir lundi, ça fait un peu bizarre. Donc fort heureusement, j'étais allé avec un avocat parce que je me suis dit on sait jamais. J'avais retrouvé grâce à ses réseaux sociaux toutes les photos qu'elle postait où elle allait à droite à gauche avec ses amis, avec sa famille, avec ou sans moi, où elle sortait, où elle était en déplacement professionnel ou personnel. Donc pour dire que voilà, moi j'ai jamais, il n'y a pas d'emprise et puis vous voyez bien que jamais empêché votre femme de faire ce qu'elle avait envie de faire. Oui. Donc voilà. Donc comme la police et la justice, elle devait faire du zèle et absolument faire son quota de mari maltraitant. Ils n'avaient rien, donc ils ont poussé le dossier jusqu'à faire auditionner notre fille qui avait 6 ans à l'époque. Donc il faut savoir qu'en France, ça fait ma peur, on n'auditionne pas des mineurs de moins de 9-10 ans parce qu'on estime qu'ils n'ont pas de discernement. Donc là c'était limite de l'acharnement. Ma petite fille de 6 ans était traumatisée par l'audition. C'est elle-même qui m'a annoncé avoir été auditionnée, elle m'a dit j'ai honte. Donc là vous imaginez bien que je suis tombé par terre en fait quand elle m'a annoncé ça. Donc comme cette audition de ma fille n'a rien donné, ils se sont dit mince, il faut qu'on trouve quelque chose. Donc j'ai eu droit également à l'expertise psychiatrique. Donc voilà, qui n'a rien donné. Et au final, après avoir tenté de gratter, ils sont aperçus qu'il n'y avait vraiment rien. Donc voilà, j'ai été totalement blanchi de cette affaire. Et il se trouve que mon avocate qui connaît beaucoup bien la procédure que moi m'a expliqué que quitter le domicile conjugal, c'est se mettre en faute. Et pour ne pas se mettre en faute, mon ex-épouse avait prétexté les violences psychologiques et l'emprise. Donc voilà, ça fait bizarre de devoir se justifier. Depuis, moi j'ai tenté de refaire ma vie, mais il se trouve que maintenant je ne rencontre plus une personne et il n'y a plus de rapport, on va dire physique et charnel, s'il n'y a pas une trace écrite de consentement. Oui, je peux comprendre aussi. Mais votre ex-femme avait fait... c'était quoi ses raisons? C'était pour avoir la garde de votre fille, j'imagine? Non, c'est qu'en fait, elle avait touché une importante somme d'argent de ses parents et en plus, elle avait un amant. Donc quand j'ai découvert ça au fil du temps, parce que moi vous avez su que j'étais un citoyen lambda et tout ça, enfin moi je connais pas de parents divorcés, je connaissais rien du tout à ça. Et en fait concrètement, pour pas se mettre en faute, elle a prétexté ces violences psychologiques. Comme j'avais jamais levé la main sur elle, elle pouvait pas dire que je la maltraitais physiquement. Et puis de toute façon, moi je touche pas une femme, c'est une règle, voilà. Bien sûr, bien sûr. Voilà.
Et en fait, c'était juste pour pas se mettre en faute, parce que le contrat de mariage, c'est un contrat au sens juridique du terme, et il faut prouver la faute, sinon il y a des indemnités et tout ce qui se passe derrière. Donc voilà. Et en fait, moi, je savais même pas. Enfin, je découvrais ça en fait. Et même le flic qui m'a auditionné m'a dit, suite à sa plainte, m'a dit, mais elle a quelqu'un. Et moi, j'étais dans le déni total. Je dis, non, on sort pas, on a une vie assez casanière, on bouge pas, on fait pas de sortie, on sort du boulot une demi-heure après. Et effectivement, il y avait quelqu'un et c'était son collègue de travail. D'accord, donc c'était pour des questions d'argent qu'elle a porté plainte. Mais ce qui est encore une fois terrible, c'est que vous, ça vous tombe dessus, vous êtes... heureusement, encore une fois, vous avez visiblement aussi été bien défendu par une avocate, mais vous pensez, Antoine, justement, et je pose aussi la question à Sabine Procoris, vous pensez que sans MeToo, elle n'aurait pas eu cette idée ? Non, en fait, je pense qu'elle n'aurait pas eu idée, et je pense que la police et la justice, et je leur en veux également, parce que juridiquement, il n'y avait rien de chez rien dans sa plainte. Enfin, il n'y avait rien. En fait, c'est un vide juridique, et mon avocat m'a dit, mais j'ai jamais vu ça. Et je lui ai dit, vous allez voir, ils vont pas lâcher l'affaire, j'en prends plein la gueule, parce qu'en ce moment, il leur faut leur quota. Chaque parquet, enfin le procureur voulait son quota pour dire, regardez, dans ma ville, j'ai plein de cas et compagnie, je suis très actif. Et en fait, c'est l'effet balancier. Je me suis juste pris le boulet en pleine figure, comme pendant de personnes. Oui, c'est ça. Vous êtes le coupable idéal. Il faut du quota. Il faut du quota. Il faut dire, regardez, moi j'ai rien. Enfin, c'était juste pour justifier. La police et la justice, je leur en veux parce que juridiquement, moi je crois beaucoup en la loi. Et je leur en veux parce qu'il n'y avait rien juridiquement. Il n'y avait rien. J'ai même des avis flics qui me disent, c'est pas possible, il n'y a rien. Tu leur prouves bien qu'avec Facebook et Twitter, qu'elle allait où elle voulait avec. En plus, elle revenait de déplacements professionnels. Donc, pour vous dire qu'elle allait vraiment où elle voulait, quoi. Ça paraît quand même assez incroyable. Là aussi. Là aussi, ça ne m'étonne pas ce que vous dites. Je crois qu'en effet, comme vous dites, ils ont gratté parce qu'il fallait absolument remplir le vide, si vous voulez. Alors maintenant, cette histoire d'emprise s'est mise aujourd'hui à toutes les sauces. Ça a été introduit dans la loi après le Grenelle des violences conjugales, mais ce qu'on a introduit là, on ne sait pas ce qu'on a introduit. C'est vraiment la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'on met tout et n'importe quoi dans l'emprise. Juridiquement, factuellement, ça n'a aucune valeur juridique, l'emprise. C'est-à-dire, c'est utilisé sans arrêt aujourd'hui dans un certain nombre de motivations judiciaires, n'importe comment. Par exemple, un rapport de subordination hiérarchique, c'est une emprise, ce qui est quand même un peu étrange. Donc les relations d'emprise, ça peut exister entre des personnes. D'abord, je veux dire, elles y sont toutes les deux pour quelque chose, mais ça, c'est une autre question qu'on va pas le temps de traiter aujourd'hui. Maintenant, oui, Marlène Schiappa a fait introduire ça dans la loi après le Grenelle des violences conjugales, mais c'est complètement fumeux, si vous voulez. C'est complètement fumeux, et effectivement, il n'y avait aucun élément dans ce que vous dites qui pouvait attester d'une quelconque volonté de dominer votre femme, de l'empêcher de voir son entourage, de sortir, etc. Donc ça ne tenait pas la route une minute, et en effet, à un certain moment, mais ce n'est pas terminé, les procureurs veulent absolument donner satisfaction à l'opinion publique qu'ils pensent complètement acquise à MeToo, en tout cas à MeToo. Et c'est ennuyeux parce que du coup, le droit lui-même est attaqué. Tombé en pleine vague où chaque procureur régional faisait une conférence de presse pour dire, regardez, moi j'ai tel cas, je tombe en plein dedans. C'est ça. Écoutez, alors moi, en fait, ce que je reproche, c'est que en fait, moi, un simple citoyen, j'ai plus confiance en justice. Ils ont foutu la honte à une gamine de 6 ans. C'est intolérable. C'est insupportable, quoi. C'est vraiment moi, quand ma gamine m'a dit, papa, au fait, je te dis, et j'ai honte. Mais je suis tombé par terre. Mais quand je vous dis tomber par terre, c'est tomber par terre. Ça, c'était de la maltraitance à enfants, pour le coup, de la part de la police. Oui, et de la justice. On pourrait peut-être se demander si sa mère se sent un peu coupable, parce que quand même, c'est sa fille qui a trinqué le plus. Antoine, merci de ce témoignage. On continue, bien sûr, avec vous, 0826 300 300. Je crains malheureusement qu'on termine l'émission en se rendant compte que c'est pire que ce qu'on imaginait. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 4
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On va continuer évidemment à parler de MeToo avec Sabine Procoris, mais tout de suite nous retrouvons Aurore. Aurore, vous avez testé le jouet du jour. Trois petits, je sais pas comment les appeler. C'est des petites boules, mais c'est pas réellement des boules de geisha puisqu'elles sont généralement les boules de geisha vont par deux, tandis que là c'est 3 boules séparées, hein, une petite, une moyenne et une plus grande. Oui, tout à fait, bonjour. Oui, je les ai essayés et je trouve ça vraiment super, justement qu'il y en ait 3 déjà pour commencer, qu'on puisse adapter ça à soi et que ça puisse justement nous aider à travailler un petit peu là-dessus. Voilà, c'est donc pour se tonifier son vagin ou pour mieux sentir, mieux comprendre toutes nos sensations personnelles. Hein, voilà. Ça peut aider aussi pour des femmes qui auraient un léger vaginisme, totalement vaginique, non, parce que ça demande d'abord d'être suivi, mais ça peut aider aussi. Voilà, bon, elles sont assez mignonnes hein, d'ailleurs, et le prix est intéressant puisque c'est 19,90 €, donc ça vaut pas le coup de s'en priver. Et donc c'est la marque Satisfyer et on les retrouve sur ruedesplaisirs.com. Qu'est-ce que vous avez envie de nous en dire, Aurore ? Écoutez, je les ai un petit peu essayés. Effectivement, ce que j'ai vu, c'est que ça pouvait m'aider aussi pour avoir des orgasmes plus forts et ça m'aidait par rapport à mon relâchement, mon relâchement que j'avais actuellement et que je travaillais déjà dessus. Donc je trouvais que c'était plutôt utile et qu'en plus je trouvais ça assez simple d'utilisation, qu'on pouvait aussi utiliser un peu dans la journée, donc ça pouvait être sympa aussi quand on n'a pas forcément le temps le soir. Et du coup c'était vraiment facile d'utilisation et selon les cas, ça pouvait aider dans pas mal de cas différents. Bon, je vois que vous deviez déjà avoir un petit peu de technique parce que sinon vous ne seriez pas aussi vite capable de les utiliser à bon escient. Mais c'est bien Aurore. Oui, je suis contente, merci. Vous êtes contente ? Bon, continuez à vous entraîner. Je vais continuer. Si ça vous permettra peut-être de trouver un homme qui saura vous regarder. Peut-être, effectivement, tout à fait. Bon, quelle note vous leur donnez à ces boules de geisha et Yoni Power ? Je leur donne un bon 8 sur 5. 8 sur 5. 8 sur 5 8,5 sur 10, pardon. 5 sur 10, d'accord. Bon, c'est la marque Satisfyer et on les retrouve bien sûr sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Et comme on parle vrai sur Sud Radio, on donne aussi la parole aux gens qui ne sont peut-être pas d'accord avec nous. Sabine Procoris, je crois que c'est Gilles. Vous n'êtes pas d'accord avec nous. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Merci de réagir justement. Oui. En fait, je trouve que vous considérez la femme comme une entité plutôt que comme une personne. Bon. Et je pense surtout à votre invité. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là ? Je trouve que depuis le début de l'émission, vous dites les femmes, alors que en fait, les femmes, c'est une personne. En fait, quand on parle de, par exemple, Margot, c'est une personne en soi, c'est pas une femme, c'est une personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Oui, absolument. Voilà. Mais on ne dit pas que toutes les femmes sont en train d'accuser qui que ce soit, et on ne dit pas non plus que toutes les femmes vont ressentir les choses de la même manière. Oui, il me semble pas. Hein. Mais bien entendu, je n'ai jamais parlé d'entité. Je parle les femmes ou des femmes, c'est-à-dire une telle. Ça se conjugue toujours au singulier. C'est la même chose pour les hommes. Et quel que soit le type de relation. Moi, j'écoute pas les femmes, mais bien entendu. Mais il n'y a pas de désaccord là-dessus. Jamais de la vie, je ne dirais la femme, par exemple. Oui. Vous voyez, jamais de la vie. Quand je dis les femmes, c'est parce que ça fait disons les personnes que l'on classe du côté des femmes, qui se reconnaissent elles-mêmes comme des femmes, qui sont les femmes, mais dont chacune est une singularité, naturellement, avec une histoire singulière. Simplement, ces mouvements collectifs ont tendance, justement, à écraser les singularités. Et le fameux moi aussi, on n'entend plus les voix singulières, mais simplement, du moment qu'on est du côté femme,
on peut dire moi aussi je suis victime je suis ou j'ai été ou je pourrais être victime d'un prédateur. C'est là qu'il y a un écrasement de la singularité. Mais au contraire, jamais de la vie je ne dirais les femmes d'une façon générale ou la femme encore moins. Mais le problème, c'est qu'avec des mouvements comme MeToo, justement, on est dans l'écrasement des singularités. C'est-à-dire Margot ne peut être Margot que si elle se range dans la catégorie victime potentielle. C'est ça le logiciel MeToo, si vous voulez. Et c'est ça que je combats. Donc je suis pas en désaccord, on n'est pas en désaccord. Oui, mais en tant que en tant que femme, on peut pas... on va dire, et on est une personne, évidemment. Mais attendez, laissez Gilles s'exprimer, justement, qu'on comprenne bien. Oui, vous dites, pardon, Gilles, en tant que femme, oui ? Oui, en tant que femme, il y a, par exemple, si on sort dans la rue, on doit se mettre une armure sur soi pour pouvoir exister dans la rue. Et c'est ça que je trouvais problématique. Comment ça, une armure ? On n'est pas en Afghanistan, là, avec des burqas. Bah, pratiquement, je trouve, en France, il n'y a pas de respect de la femme. Ah bon ? Enfin, non, vraiment, j'ai très rarement vu ça, en fait. Ah bah, je suis un peu étonnée de ce que vous me dites, vraiment. Non, vous considérez qu'en France, une femme qui se promène dans la rue habillée, on va dire normalement, se fait agresser ? Oui, ça arrive souvent, oui. Enfin, mais c'est ce que vous voyez ou c'est ce que vous entendez justement ? Non, c'est ce que je vois. C'est vraiment, comment dire je dois être trop vieille, alors je me fais plus agresser. Non, Gilles. Alors attendez, encore une fois, il y a des endroits, où en effet, ça peut être compliqué. Je suis pas du tout en train de nier que dans certaines conditions, dans les transports en commun, il peut y avoir ce qu'on appelle les frotteurs. Je suis pas en train de nier. Sans parler des frotteurs, c'est juste que, une femme qui sort dans la rue, forcément, elle va être regardée. Et rien que ça. Ah bah ça c'est. Mais attendez. Oui, mais elle va pas être regardée de façon sympa. Elle va être regardée Elle va pas être regardée de façon sympathique. Elle va être regardée en tant que morceau de viande, et c'est ça qui est dérangeant en fait. Parce que une femme, elle peut pas sortir sans convoitiser les hommes. Mais vous, quand vous voyez des femmes dans la rue, vous les regardez comment, Gilles ? Alors moi, c'est parce que quand une fille me plaît, je baisse le regard. Ah, bah alors oui, évidemment, c'est une solution. Oui. Mais oui, mais si vous baissez le regard, vous imaginez bien que vous n'êtes pas le seul homme à baisser le regard de toute façon. Ah non, bien sûr, non. Donc il faut, vous voyez, ce qui serait embêtant, parce que vous nous avez accusé d'avoir mis toutes les femmes dans le même sac, mais là vous êtes en train de mettre tous les hommes dans le même sac, sauf vous. Toutes les femmes. Oui. Donc il faut faire attention. Il est évident qu'il y a des hommes qui sont des harceleurs, des viandards, des salopards. On est tout à fait d'accord. Et je peux comprendre que vous ayez la haine de ces hommes-là, parce que à cause d'eux, justement, vous êtes encore plus obligé de baisser les yeux. Hein. Donc j'entends tout à fait. Mais c'est pas parce qu'il y a, on va dire, 5 à 10% d'hommes comme ça qu'il faut généraliser, vous voyez. Et c'est pas parce que certaines femmes se sentent regardées et que ça les dérange qu'il faut penser que toutes les femmes détestent ça. Il y a des femmes qui adorent s'habiller un peu sexy pour justement être regardées, vous voyez. Et c'est tout ça qu'on essaye avec Sabine Procoris de signaler aujourd'hui, pour qu'on puisse continuer en France au moins, parce que on voit bien que dans les pays anglo-saxons ça devient difficile, on puisse continuer au moins à pouvoir se séduire sans que ça soit un crime de lèse-majesté, vous voyez. Oui, bien sûr. Oui. Ah oui, d'accord. Je viens de comprendre votre point de vue. Vous voyez, mais c'est bien que vous ayez témoigné, parce que si vous avez pensé ça, peut-être que d'autres hommes aussi ont pensé ça, ou d'autres femmes d'ailleurs. Hein. En tout cas, ce que ça indique, c'est que ce que vous pointez, c'est une espèce de peur. Une espèce de peur réciproque, et la peur, c'est jamais une bonne conseillère dans les relations humaines. C'est vrai. Et je crois que c'est important qu'on prenne tous conscience que, la séduction, le désir, c'est très subjectif. Vous voyez, je pense que, par exemple, un homme va remettre une veste à une femme. Moi, si un homme m'aide à remettre ma veste, je vais le trouver galant.
peut-être qu'une autre femme va avoir l'impression qu'il en profite pour lui toucher l'épaule, vous comprenez? Et donc c'est le ressenti de chacun, mais le ressenti n'est jamais la vérité absolue. Tout à fait, oui, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse passer ce message-là pour que on puisse garder un peu de liberté de se regarder sans que ce soit un crime, quoi. Et c'est vrai. Et bien sûr que c'est pas simple, mais on essaye, Sabine et moi. Et merci d'avoir pris la parole, Gilles. C'est bon? Merci à vous. On est réconciliés? Oui, ça marche. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause et encore un homme qui va témoigner. Ben, c'est bien que les hommes prennent la parole alors qu'on parle de MeToo. C'est quand même une preuve de liberté, finalement. Allez, une petite pause, Sabine, et on se retrouve tout de suite. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sabine Procoris est avec nous, philosophe, psychanalyste, auteur du Mirage MeToo aux éditions du Cherche Midi. On va conclure avec vous, Steve. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Sabine, qui est avec nous. Oui, le nom, je suis d'accord. Procoris, c'est pas simple à retenir. J'ai eu du mal, moi aussi, au début. Je vous en prie. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui. Oui, donc je souhaitais intervenir concernant le sujet. Ayant travaillé dans des entreprises, j'ai pu... Alors, c'est un sujet bien sûr difficile. Tout ce qui est harcèlement sexuel, évidemment, viol, c'est douloureux. En ce qui me concerne, puisque j'accompagnais des personnes dans le cadre de l'entreprise, ce qui m'était relaté surtout par des dames, c'était pas dans ce cadre-là, c'était plus du harcèlement moral. Oui, ce qui est encore différent, parce que le harcèlement moral, il est aussi entre hommes et les femmes peuvent harceler aussi les hommes. J'ai déjà eu des témoignages en ce sens quand elles sont justement dirigeantes. Oui, et ayant de mon expérience professionnelle, j'ai beaucoup travaillé pendant des années seul et ensuite j'ai eu cette expérience dans l'entreprise et je me suis posé la question simplement en me disant est-ce que, alors peut-être c'est indien, peut-être pas, mais vous voyez concernant tout ce qui est numérique avec l'accès aux mails, etc., les SMS, vous voyez, il y a eu, je parle dans ce cadre-là, bien entendu, où à un moment donné les dames donc, et certains hommes verbalisaient le fait qu'ils étaient envahis par rapport à la demande de leur supérieur, par exemple, ce qui était à faire, et ça devenait du harcèlement moral, c'est-à-dire recevaient des mails à 2h du matin, il fallait vite dans l'urgence, et à un moment donné, ça les envahissait dans leur entièreté. Et dans certains cas, effectivement, ça a dérivé chez des dames, c'était proche du harcèlement, enfin, je sais pas si c'est le mot sexuel, mais c'était devenu très, très envahissant. Voilà. C'est-à-dire que, vous voulez dire que les femmes qui n'étaient, enfin, qui se faisaient harceler psychologiquement, finissaient par ressentir ça comme du harcèlement sexuel ? Alors, je ne sais pas si les personnes qui faisaient cela contre les dames faisaient un genre de transfert, vous voyez, c'est-à-dire que lorsque vous répondez à une demande de quelqu'un, vous êtes, entre guillemets, si je peux me permettre, accessible, vous voyez, vous dites oui, il n'y a pas de souci, et peut-être que l'autre, à un moment donné, fait un transfert sur la personne, et ça peut s'orienter vers peut-être le fait que la personne puisse se permettre de dire, bon, mais si la personne me dit oui tout le temps, par exemple, par rapport à du travail, mais je peux permettre peut-être un peu plus, mais je ne sais pas, peut-être, en tout cas, ça revenait quand même, ça, beaucoup, cette approche-là. Oui, enfin, en tout cas, ça veut bien dire une chose, c'est que la seule chose qu'on peut faire pour faire avancer, c'est d'aider chacun à poser ses limites et à se respecter. Exactement. Oui, tout à fait, un cadre. Donc, effectivement, j'ai mis cette expérience en entreprise. Oui, j'entends ce qu'il veut dire. Est-ce que ça veut dire aussi que quand une femme se sent un petit peu harcelée sexuellement, alors qu'a priori, il n'y a rien dans le mail qui laisse à penser qu'il y a la moindre allusion sexiste ou sexuelle, ça veut peut-être dire qu'elle a quelque chose à travailler chez elle. Vous voyez, Steve ? Oui, certainement. Ensuite, comment les choses, vous voyez, c'est toujours pareil, c'est l'interprétation en fait des choses, c'est-à-dire que l'interprétation n'est jamais ce qui est, donc peut-être que l'autre interprète en disant, elle me répond tout le temps oui, ou il me répond tout le temps oui, vous voyez, inversement pour un homme, et donc je peux me permettre, mais peut-être inconsciemment, ça, votre invité répondra bien sûr mieux que moi, mais peut-être inconsciemment, eh bien je ne sais pas, on va aller boire un café ou je ne sais plus, ça sort un petit peu du cadre pro. Vous voyez, je ne sais pas. Tout ça est de l'ordre de l'inconscient peut-être, et ça peut emmener évidemment. Il est certain que, en tant que femme ou en tant qu'homme, si on prend le prétexte d'avancer sur un travail pour aller dîner ensemble, ça peut être interprété et c'est
peut-être pas faux d'ailleurs de l'interpréter. Oui, peut-être, mais après on prend ses responsabilités, on refuse ou pas. Voilà. Après, l'interprétation, c'est dans les deux sens aussi. On peut aussi avoir l'impression qu'il y a une invite de type sexuel parce qu'on projette aussi certains de ses propres désirs plus ou moins réprimés sur, mettons, le supérieur hiérarchique. Il y a toutes sortes de cas de figure et c'est difficile de répondre d'une façon générale. C'est-à-dire il faut voir au cas par cas qu'est-ce qui se joue. Et c'est toujours très délicat, en effet, dès qu'il est question d'interprétation. Oui, tout à fait. Et si je peux me permettre, j'ai été un petit peu renseigné sur, parce que ça revenait souvent, je ne sais pas si vous le connaissez certainement, le syndrome d'Hubris. Je ne sais pas si ça vous... Oui, là, le pas de limite, quoi. Oui, voilà. Et pourquoi je vous propose ce sujet? Parce que j'avais observé, en fait, au retour des personnes, que ça revenait souvent par rapport à la posture sociale chez certaines personnes, vous voyez? C'est-à-dire supérieure, par exemple, vous voyez. Donc, la personne qui a des responsabilités et qui a un rang assez élevé au niveau de l'entreprise peut tomber dans l'illusion qu'il a, entre guillemets, tous les pouvoirs. Oui, heureusement, il y a un code du travail. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais vous étiez DRH, Steve ? Non, mais ma profession, c'est j'accompagne justement des personnes et je propose des programmes de formation dans les entreprises. D'accord. Vous faites une sorte de coaching, en fait. Oui, voilà, j'aime pas trop ce mot. Non, mais j'ai dit une sorte, justement, pour pas parce que moi non plus, j'aime pas ce mot. Mais... On essaie donc de trouver des pistes, voilà, Brigitte. Peut-être la solution, je l'ai pas, mais des pistes. Et donc, ce qui revient souvent, c'est, oui, mais j'ai du mal à dire non à mon supérieur parce que il y a tellement de subtilité quand on passe la journée avec des personnes, vous voyez, au quotidien. Bien évidemment, votre invité à juste titre dit le code du travail, mais il y a des personnes, à un moment donné, qui n'osent plus dire non. Et à partir de là, ça peut partir dans des situations... voilà, alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous venez de dire, qui n'ose plus dire non. Ce qui est vraiment important, c'est dès le début de poser ses propres limites. Oui. Et puis, vous voyez, il y a ce que vous dites, l'espèce d'inhibition par rapport au fait de poser ses limites. Et puis, il y a aussi, pour certaines personnes, l'espèce de satisfaction d'avoir été la personne élue, quand même. Oui. Ça, c'est pas rien non plus, et qui fait qu'il y a de limites ni d'un côté ni de l'autre. Et là, c'est compliqué, en effet. Oui, tout à fait. Bien sûr, vous avez raison. Donc il y a ces postures-là c'est compliqué en fait, vous voyez. Donc malheureusement. Mais vous voyez, votre témoignage, il est génial pour conclure cette émission, parce que ça prouve bien que même dans des relations uniquement professionnelles, les rapports hommes-femmes... C'est des rapports humains. C'est des rapports humains avec, toujours en sous-texte, un peu de sexe. Au sens... de séduction. Au sens de... parce que c'est un homme, on va pas réagir exactement pareil que si le chef était une femme. Voilà. Et moi, j'ai souvent fait des conférences devant des chefs d'entreprise, justement. Et c'est toujours la première chose que je dis. De toute façon, le sexe... c'est pas anodin. On est face à un entretien d'embauche. Si on est face à un homme ou face à une femme, on ne réagit pas de la même manière qui qu'on soit. Y compris avec la dimension homosexuelle qui peut jouer dans ce cas-là. C'est-à-dire, c'est pas seulement dans le cas des relations hommes-femmes, cette question-là. Y compris d'ailleurs en étant hétérosexuel, il y a aussi une dimension de séduction homosexuelle entre des femmes ou entre des hommes, qui est plus ou moins latente, si vous voulez. Mais je veux dire, la réalité humaine, on ne va pas l'évacuer des relations professionnelles. Simplement, elles sont cadrées, elles sont codées, les relations professionnelles. Oui, tout à fait. Et là où vous pouvez aider les personnes que vous côtoyez, Steve, dans votre profession, c'est justement ne pas nier que ça joue. Et que forcément on est victime de ça. Enfin, victime, je ne vais pas utiliser ce mot. Ça fait partie. Mais ça fait partie du jeu. Voilà. Je vous suis complètement. Je vous remercie à vous et votre invité parce que oui, effectivement, c'est des pistes. C'est se montrer tel que l'on est. Ça peut être une évidence ou pas le fait que cela existe, le côté sexe. Mais essayer d'être le plus, d'être dans les codes, oui. Mais on ne pourra jamais asexuer la société. Heureusement.
Et heureusement. Et d'ailleurs, Sabine Procoris, vous êtes psychanalyste. J'imagine que le choix d'aller voir un homme ou une femme psychanalyste, c'est loin d'être anodin. C'est loin d'être anodin et c'est en général quelque chose qui est important pour certaines personnes, c'est indifférent. Pour d'autres, c'est tout à fait important pour des raisons X, Y, Z. Et puis après, ça se dissipe. C'est-à-dire, c'est la manière d'entrer dans le travail. Après, ça tombe. C'est beaucoup moins important, si vous voulez. Bon, voilà. Mais moi, j'ai par exemple entendu des femmes qui m'ont dit je ne veux absolument pas aller voir un homme gynécologue, par exemple. Vous voyez, Steve. Donc tout ça, quelle que soit la profession, c'est toujours sexué, quoi. Et c'est bien pour ça qu'il faut arrêter ce mouvement MeToo qui met d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes, vous voyez. Et chacun étant désexué. En tout cas, si je peux me permettre, si vous avez eu... Mais absolument, Steve, permettez-vous. Vous êtes un homme, nous ne sommes pas des castratrices, vous pouvez parler. Merci beaucoup. Et effectivement, j'ai regardé un petit peu le mouvement MeToo qui a été mis en avant en 2007, je crois. 2017. 2017. Ah, c'était 2007, ou aux États-Unis peut-être, un mouvement 2017, d'accord. En tout cas, l'expérience que j'ai eue encore en entreprise où j'ai travaillé 3 ans, je ne sais pas si c'est lié à ce mouvement, mais effectivement, les relations, si je puis dire, vous voyez cette fluidité qu'on peut avoir avec un homme et une femme dans une société, bonjour, etc. Eh bien, c'est pas que ça a évolué, j'irai pas jusque-là, mais c'était un peu moins spontané, vous voyez. C'est plus contraint. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison. En tout cas, il y a une certaine retenue, vous voyez, le langage du corps. On fait un peu plus attention à ne pas passer trop de temps à discuter avec une dame ou un homme parce que l'interprétation, encore une fois, vous voyez. Mais on en est même à conseiller aux hommes de ne pas fermer la porte quand ils reçoivent une femme pour que ce soit pour un entretien d'embauche ou pour tout simplement un entretien. Hein. Donc il y a quand même en France déjà des choses qui nous arrivent des pays anglo-saxons. La retenue c'est important, mais là c'est plus de la retenue, c'est de la surveillance. Oui, le mot me paraît juste, oui, merci beaucoup. Oui, en tout cas je l'ai vécu un petit peu comme ça. Alors pareil, il y a tort ou à raison, mais effectivement en observant la situation et la vie de groupe, oui, effectivement, un peu dur à dire, mais oui, un petit peu de surveillance, oui. Il n'y a pas du tout le côté qualitatif des relations sont super. Oui, on va mettre des caméras partout, hein, comme ça on va être filmé 24 heures sur 24. Y compris dans les chambres à coucher. N'est-ce pas ? Ça promet. Merci beaucoup Steve d'avoir pris la parole également dans cette émission. Écoutez Sabine Procoris, en tout cas on aura essayé, on a fait notre part, hein, comme dit le petit colibri. Oui. Merci à vous de toute façon et puis continuez, on a besoin de vous. Je rappelle le titre de votre livre, Le Mirage MeToo, c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci. Alors tiens, justement, on vient de parler d'homosexualité il y a un instant, Sabine Procoris, ce sera notre sujet demain avec Philippe Arlin qui sera avec nous, il est sexothérapeute et on va se poser la question, est-ce qu'on est tous bisexuels et comment savoir si on a des petites tendances comme ça, éventuellement parfois désirer quelqu'un de notre même sexe, est-ce que voilà, il faut aller essayer pour voir ou pour savoir si on est réellement homo, hétéro, bi et à quel âge ça travaille les ados. Voilà, ce sera notre sujet demain en compagnie de Philippe Arlin. Et puis tout de suite, comme tous les jours, vous retrouvez C'est votre avenir. Je vous embrasse et puis écoutez, si vous avez envie de réagir, vous savez, on pourra revenir sur ce sujet dans les jours qui viennent parce que c'est un sujet important, c'est la sexualité humaine qui est en jeu.